Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est bientôt le 14 février, jour de la Saint-Valentin, au cas où tu l'aurais pas remarqué, jour de célébration de l'amour et du romantisme. Alors, même si c'est une fête à laquelle je n'ai jamais trop prêté attention, je trouvais que c'était important de l'aborder sous le biais du Human Design parce que j'avais des choses à te partager. J'espère qu'elles vont résonner avec toi. Si c'est pas le cas, sens-toi libre d'arrêter d'écouter ce podcast et de surfer sur d'autres émissions. Libre à toi de voir. Euh, le Human Design, parlons-en, c'est un outil de connaissance de soi qui est particulièrement précis, j'arrête pas de le dire. C'est la science de la différenciation. Et par conséquent, mon expérimentation à ce sujet m'a poussée à m'intéresser, grâce entre autres à ma ligne 4, et de ma condition de projecteur, parce que ça, il ne faut vraiment pas que je l'oublie. Ça me pousse à penser à l'autre, à la relation, à ce que je pouvais bâtir avec les gens, que ce soit mes ados quand j'étais enseignante, ou mes enfants, mon mari, mes amis, de façon plus générale. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est le fait de partir de cette notion d'individualité, d'individu, pour comprendre notre complémentarité, pour mieux vivre ensemble, ou au contraire observer nos relations pour comprendre nos différences et en quoi chacun de nous a son propre fonctionnement et ses propres lunettes pour voir le monde, pour le ressentir, interagir avec lui. Donc, je ne peux plus aujourd'hui concevoir le Human Design sans l'inclure dans cette danse relationnelle avec l'autre. L'autre est hyper important dans la fondation de qui je suis. Et je pense que oui, bien sûr, c'est inhérent au projecteur et à mon propre mode de fonctionnement, mais je crois qu'on peut l'étendre à tous les types énergétiques et à toute forme de relation, qu'elle soit amoureuse ou sentimentale. Parce qu'il existe bien une relation qui s'établit dès l'utérus entre la mère et l'enfant, puis les relations qui s'établissent entre parents, enfants, les relations familiales de façon plus large, les relations avec les copains, puis avec les collègues, avec son amoureux, son amoureuse. Bref, même les relations avec les animaux, les objets, les souvenirs, nos pensées même. Si on part du postulat que tout est énergie, alors il existe bien une relation qui unit chacune de ces énergies et qui permet qu'elles rentrent en interaction les unes avec les autres. Et je te rappelle ici, bien évidemment, qu'il s'agit du partage de ce que je pense, de mon univers, de mon mode de fonctionnement, et que je t'invite vraiment à ne prendre que ce qui résonne pour toi. Pour revenir à l'idée de la Saint-Valentin, j'aimais quand j'étais enseignante tout le temps raconter, bon, j'étais avec des ados, donc la plupart du temps, la Saint-Valentin pour eux c'était une fête euh, qui était importante parce que ils avaient un crush, parce qu'ils aimaient bien m'en parler, euh, et c'était très très mignon quoi. Alors bien sûr ils n'étaient pas dans le style, j'écris une missive, gna gna gna, le romantisme, le ci, le ça, mais c'était c'était intéressant de pouvoir avoir ce style de discussion avec eux, de comment ils percevaient la relation amoureuse, la relation avec la copine ou le copain. Et moi, j'adorais écouter leurs histoires. Et j'adore en général écouter
les histoires. Mais quand j'étais avec eux, j'adorais leur raconter l'histoire de ce cher Valentin et l'origine justement de cette fête commerciale, hein, parce que j'avais les deux côtés, hein, les pro-Valentin et les contre-Valentin, parce que justement, ils n'avaient pas d'amoureuse ou parce que ils avaient trop le seum, donc ils disaient, ouais, mais moi, cette fête, je la trouve trop commerciale, c'est du blabla. Bon, voilà. Et, euh, et donc, on parlait de ce cher Valentin, parce que ce cher Valentin, il a une histoire qui est teintée de légende, de mystère, et, euh, et peut-être que tu la connais, l'histoire, mais alors, si tu la connais, fais avance rapide, parce que je vais t'en parler un peu. Figure-toi que ce cher Valentin, il a vécu sous l'Empire romain, au IIIe siècle, sous le règne de l'empereur romain Claude II. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et ce cher Claude II, a eu la super idée. En fait, il était persuadé que pour renforcer son armée, il devait interdire les mariages parce qu'il estimait que l'amour et les liens conjugaux affaiblissaient l'engagement militaire. Donc, il fallait sevrer tous les militaires de l'époque, donc il interdisait les unions et les liens conjugaux, quels qu'ils soient. Mais Valentin, ce cher Valentin, qui était à l'époque un prêtre engagé, s'est opposé à cette mesure. Il a continué à célébrer en cachette des unions entre jeunes amoureux, je trouve ça très mignon. Et bon, alors bien sûr, tu t'en doutes, hein, sinon c'est pas drôle. Il a été démasqué, dénoncé, alors dénoncé, démasqué, arrêté et jeté en prison. Alors là commence la deuxième partie de la légende, qui dit qu'il aurait accompli des miracles en prison. Et l'un des exemples que l'on évoque, c'est qu'il aurait guéri la fille d'un de ses geôliers qui était aveugle. Donc, avant d'être exécuté, le 14 février, tu t'en doutes bien, il aurait envoyé un dernier message à cette jeune fille en signant Ton Valentin. Et c'est de là que la tradition d'écrire des lettres à la Saint-Valentin a été lancée et est devenue populaire, notamment grâce aux réseaux sociaux du Moyen Âge. Je veux bien parler des troubadours et des ménestrels et de leur façon de colporter l'amour romantique aux gentes dames. Bien sûr, ils n'avaient pas la télé, donc ni les réseaux sociaux, ni l'Insta, donc ils avaient que ça à faire, la petite guitare à la main, et on allait chanter du Valentin, en veux-tu, en voilà. Bon, entre nous, mon Valentin à moi, qui ne s'appelle absolument pas Valentin, qui s'appelle Christian, ne m'a jamais écrit de lettre, tout au plus un texto ou deux, souvent le 13 ou le 15, mais jamais trop le bonjour, parce qu'entre nous, c'est pas quelque chose qui nous dérangeait, dans le sens où, bien que je trouve cette histoire de la Saint-Valentin très cute, très mignonne, très hype, je suis d'accord de penser qu'il s'agit d'une fête commerciale et qu'il faut célébrer l'amour au quotidien, c'est-à-dire les 365 jours de l'année. Cette anecdote mise par côté, ce que je peux te dire aussi, c'est que ado, j'ai comme beaucoup, je pense, joué avec des jeux qu'on appelait des jeux dits de compatibilité amoureuse pour savoir si mon crush était l'homme de ma vie. Et je sais que ce sont des jeux qui ont perduré, c'est pas que notre génération à nous, les jeunes d'aujourd'hui le font aussi avec des applis, ça a évolué, mais c'est le même principe, tu rentres ton nom, ta date de naissance, tu vois si tu es compatible avec ton crush, machin milieu. Et, euh, et honnêtement, à l'époque, j'étais mais vraiment sûre que la compatibilité de cette façon-là, avec le prénom, avec des numéros, euh, existait. Aujourd'hui, avec du recul et mon expérience de vieille femme mariée, euh, je sais que la relation avec un grand R, elle va bien au-delà du concept de compatibilité. Et je vais te donner mon point de vue dans ce podcast. Dernièrement, j'ai eu des conversations hyper intéressantes, comme toujours, avec les gens avec qui j'aime partager, et très nuancées sur le concept de compatibilité en Human Design. Et je trouve intéressant justement d'en parler aujourd'hui. Pour moi, personne n'est
fondamentalement incompatibles. Maintenant, il y a des relations qui s'avèrent plus fluides que d'autres, et pour moi, la compatibilité énergétique n'est pas la seule explication à ça, mais voilà. Ce qui est important de différencier dans une relation, je trouve, ce sont les concepts déjà d'attirance et de compatibilité. C'est pas parce qu'on est attiré par quelqu'un qu'on est forcément compatible. Dans l'attirance, il y a ce truc un peu animal, instinctif, un peu hormonal aussi. Souvent, l'attirance, elle est d'abord physique. On se base sur les préférences esthétiques et on va être attiré par des bruns plutôt que des blonds. Bon, moi, entre nous, je suis attirée par Leonardo DiCaprio, mais Titanic, hein, la période de Titanic. Après, j'ai moins d'attirance pour lui. Et bon, tu le sais, si tu le sais pas, je te le dis, par Tom Cruise. Donc, les bruns, j'aime bien. Mais cette attirance passée, si elle est réciproque, va laisser place à la notion de compatibilité qui s'ancre sur du plus long terme. On considère que deux personnes sont compatibles déjà parce qu'elles partagent les mêmes valeurs, les mêmes besoins affectifs, ont des objectifs de vie à deux qui sont similaires, et puis on inclut forcément la notion de communication qui est pour moi au centre de la relation. La communication et l'acceptation de l'autre pour qui il est vraiment et non pas pour la projection qu'on a de lui et qu'on se fait de lui. En toute transparence, je suis contente d'avoir pu découvrir le Human Design après presque 20 ans de vie commune avec Christian. Parce que je ne sais pas quelle aurait été ma réaction si je l'avais découvert avant. Je veux dire que pour moi, une charte de compatibilité ou charte composite, comme on l'appelle en Human Design, c'est qu'une indication sur le fonctionnement énergétique entre deux personnes. That's it. C'est tout. Et si tu n'as pas conscience de ça, tu peux mettre dans l'outil un pouvoir qui n'a absolument pas demandé. Encore ici, et je vais me répéter, le Human Design n'a pas pour but de te changer. Il ne fait que... En fait, il ne tient aucune promesse de ce genre. Il n'a pas le rôle de Tinder, de adopte un point... attends, j'adore le concept du truc. C'est adopteunmec.com ou une autre appli de rencontre quelconque, même si je suis sûre que peut-être dans le futur, on surfera sur l'idée de créer une application de compatibilité basée sur le HD. Mais pour moi, ça reste très réducteur parce que c'est pas fait pour ça. Je suis convaincue que dans une relation, quelle qu'elle soit, si tu te sens aimé, soutenu, en sécurité, quand tu es avec la personne que tu as choisie, que tu aimes, cette connexion authentique, elle est déjà une preuve de compatibilité. Bien au-delà du simple fait d'aller voir la combinaison de tes deux chartes, de voir quels sont tes centres définis, non définis, etc. Avant même moi de savoir que j'étais projecteur, avec Christian, je me suis toujours sentie reconnue et invitée à partager avec lui ce que je savais. Christian a su voir en moi ce que je n'avais jamais reconnu moi-même. Lui, il est générateur et moi, j'ai toujours admiré chez lui sa capacité à déplacer des montagnes, à avoir une énergie débordante, puissante, un besoin de sommeil très, très court par rapport à moi. Et durant toutes ces années de vie commune, on n'a pas cherché à changer l'autre, mais on a évolué ensemble parce qu'on avait des valeurs et des objectifs de vie communes. Et je te cache pas que bien des fois, les disputes ont été houleuses, que ça aurait été hyper facile de mettre un stop à la relation, de se quitter. Lui avec son autorité émotionnelle plus, et moi avec mon instinct de survie du splénique qui avait besoin de me protéger. Et pourtant, même si on n'était pas conscient des enjeux énergétiques, de la mécanique qui se jouait derrière et qui aurait pu apaiser des tensions en amenant une explication, on a tenu les tempêtes, on les a traversées avec brio, grâce à l'amour, déjà et d'un, grâce aussi au profond respect et admiration
que l'on avait l'un pour l'autre. Et la vérité, elle réside là-dedans, c'est que la véritable force de la compatibilité, elle réside dans la capacité à co-créer et faire évoluer la relation. Quand tu es attiré par quelqu'un, quand cette personne t'encourage à grandir, à explorer, à t'épanouir, déjà pour toi, avant de t'épanouir pour la relation et dans la relation, alors cette relation, elle possède déjà intrinsèquement une dynamique positive. Le Human Design ici doit être pour toi un moyen d'enrichir une relation qui existe déjà et qui ne demande qu'à évoluer dans un chemin de moindre résistance. D'ailleurs, je parle ici de couple, mais je peux l'agrandir aux relations en général, comme je te disais au tout début, que ce soit dans le cadre personnel, avec la famille, ou dans le cadre professionnel, avec les collègues. Moi, le Human Design, je l'ai déjà dit, je le redirai certainement plus tard aussi, ça m'a permis de mieux comprendre nos fonctionnements respectifs. Par exemple, à Alice et moi, Alice, c'est ma fille cadette, et d'enrichir notre communication à un moment donné où c'était très compliqué de communiquer. Parce que le Human Design, il nous offre, avec ta date de naissance, ton lieu, ton jour de naissance, il génère une charte qui nous est personnelle. Notre schéma, c'est le reflet de notre énergie individuelle, avec des centres définis, non, des portes actives ou non, des autorités respectives. Mais notre énergie, elle est aussi influencée par nos conditionnements, nos traumatismes, nos peurs, nos insécurités qui sont liées à notre chemin de vie unique qui nous appartient à nous. On peut très bien considérer que deux personnes sont compatibles en regardant uniquement la combinaison de leurs chartes respectives, en regardant quels centres sont définis quand ils sont ensemble, alors que dans la vraie vie, on les met en face l'un de l'autre et ils ne s'entendent pas du tout. L'inverse est aussi valable. Je le répète, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte comme le respect, les valeurs, l'écoute, la compréhension mutuelle, le sexe, j'ose le dire, le sexe aussi rentre en compte dans la relation. Une des approches du Human Design sur laquelle la charte composite ou la charte de relation se base consiste à observer dans la charte générée, combinée des deux personnes, notamment le nombre de centres qu'ils ont définis ensemble. Techniquement, plus le nombre total de centres définis est élevé dans cette charte combinée, plus le potentiel d'harmonie est grand. Mettons que la combinaison de deux chartes donne 9 centres définis et 0 centre non défini. Ra-Uru-U appelle cette charte le nowhere to go, nulle part où aller. Au début, quand j'ai lu ça, j'ai eu tendance à mal interpréter ce nulle part où aller. Parce que ça évoquait chez moi l'idée d'enfermement, de vase clos, et ça laissait très peu de place à l'épanouissement de relations. En fait, j'avais tort, et j'ai réalisé quand je me suis amusée à en mettre en relation les chartes de mes parents, notamment, qu'ils avaient une configuration 9-0, et ils sont très fusionnels. Ils s'autosuffisent dans la relation. Et d'ailleurs, ça laisse très peu de place à quelqu'un d'autre, même à moi. Ce nowhere to go, c'est à comprendre dans le sens, tu n'as pas à aller voir ailleurs pour être comblé. Tu as tout à portée de main dans la relation que tu entretiens avec l'autre. C'est une information que je valide à 100% concernant mes parents. Parce que ils ne savent rien faire l'un sans l'autre. Mais cette façon de vivre reste un choix pour eux. Et si je regarde de plus près leur charte, que je regarde leurs canaux, notamment des canaux dits de compromis, il y en a pas mal. Et une vie de couple, on s'accorde à le dire, c'est fait de compromis. Et je valide et je reviens sur ce que j'ai dit avant. Il y a entre eux un respect mutuel
une profonde admiration des compétences de l'un et de l'autre, de ce que représente l'autre, et beaucoup d'amour et d'humour et de lâcher prise. Ils se prennent pas la tête. Ils vivent leur couple à 100%. À aucun moment, ils ne mentalisent. Et ça, c'est important. Pour partir sur ce principe de on va vraiment analyser que les centres définis, non définis dans une relation, dans cet épisode. La configuration 8.1 est appelée Have some fun. C'est amusez-vous. C'est la configuration que j'ai quand je suis en interaction avec Christian. On a 8 centres définis. Le seul centre qui est non défini, c'est notre centre du soi, le centre G. Concrètement, ça signifie quoi? Déjà, on a appris de façon plus ou moins consciente, et je dirais moins que plus, que ça ne servait absolument à rien de se prendre la tête et qu'il fallait s'adapter continuellement à l'un, à l'autre, à notre vie. J'ai appris parfois à mes dépens qu'il était complètement inutile de forcer à ce qu'on ait une identité commune. J'ai accepté son besoin d'horaire souple, dû à sa profession d'agriculteur, par exemple. Au début, c'était pas facile. J'ai cramé des tas de repas en attendant et en espérant qu'il allait rentrer à midi alors qu'il est rentré à 1h30. Mais même si c'était pas facile au début, on a choisi d'évoluer individuellement dans des environnements qui nous convenaient. Et ça a été un élément apaisant pour avancer ensemble dans le couple. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté de lui imposer un horaire qu'il ne pouvait pas honorer et que je me suis adaptée à ces fluctuations-là, sans me mettre moi en inconfort, eh ben, c'est des choses qui ont matché. Donc, on ne cherche pas à imposer une direction précise à l'autre, mais on marche côte à côte sur un chemin commun, et ça, c'est plutôt cool. Alors, bien sûr, hein, ici, il s'agit ici des grandes lignes, et bien sûr que notre analyse de couple demande plus de subtilité et de profondeur, mais je te rappelle, c'est pas le but de cet épisode aujourd'hui. Donc, il existe aussi la configuration 7-2. Ça veut dire 7 centres définis, 2 centres non définis, qu'on appelle work to do. Ça veut dire que, ouais, il y a du travail. Je te rappelle que cette configuration permet d'avoir des domaines où l'on peut s'affirmer avec assurance, tout en ayant donc 2 centres non définis qui vont apporter, par leur non-définition, de la flexibilité et de l'apprentissage. Ces zones ouvertes, elles offrent une capacité d'adaptation précieuse et elles favorisent une curiosité naturelle, une ouverture aux expériences et une capacité à évoluer en fonction des circonstances. C'est, je crois, la configuration qui existe entre Lucie et Alice. Et c'est vrai qu'elles sont très différentes et qu'elles ont besoin d'avoir de la flexibilité euh, dans la façon de se percevoir déjà elles-mêmes avant de rentrer dans une dynamique plus, euh, plus harmonieuse. Lucie et Christian aussi ont cette configuration. Et c'est d'ailleurs marrant parce que quand j'observe l'expérience qui est la nôtre, de voir que Lucie a choisi de partir dans un domaine artistique qui est quand même très très éloigné du domaine de prédilection de son père qui est la terre, qui est l'ancrage, donc le, il y a une forte demande d'adaptabilité et de flexibilité de la part des deux. Mais là encore, ils sont quand même très très proches. Et ce qui les rapproche, c'est les valeurs, les intérêts qu'ils ont en commun, parce que ça accentue euh, le- la relation qu'ils ont l'un avec l'autre, et puis des conditionnements de vie, de famille, de la relation père-fille, et beaucoup d'amour, beaucoup de respect. La configuration 6-3 demande à ce que chacun dans la relation puisse avoir de l'espace.
Prendre du temps seul va permettre à chacun de se recharger, de vivre des choses de façon individuelle. Ça ne veut pas définitivement dire qu'il y a zéro compatibilité, ça ne veut absolument pas dire ça. C'est juste que dans cette relation, on est amené à conscientiser les points communs, les conditionnements et comment chacun dans la relation est prêt à s'investir pour s'épanouir. Donc ça demande quand même pas mal de recul, pas mal de prise de conscience. Dans la configuration 5-4, les champs d'intérêt de chacun peuvent être extrêmement différents. Les deux personnes vont se comprendre notamment à travers leur processus décisionnel. Ils vont évoluer, ils vont s'accompagner, ils vont grandir ensemble et pourtant, le temps qu'ils vont passer séparément l'un de l'autre, c'est quand même très fondamental et profondément nécessaire. Cette relation basée sur du 5-4, c'est basé sur la confiance. Une relation qui passe par la compréhension de l'autre, par l'écoute. Ra-Uru-U la nomme not a relation anymore. Ça veut dire que, bon, je trouve ça un peu provoque en fait, parce que ça veut dire qu'on peut même pas parler de relation à ce niveau-là. Pour moi, c'est condamner la relation dès le départ. De notre côté, ça permet de se rendre compte que la notion de compatibilité, quelque part, ben, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un ratio, c'est bien plus qu'un nombre de centres définis ou pas. Et ça permet de prendre du recul par rapport à ces observations et de revenir à l'essentiel dans le Human Design. Je te le donne dans le mille, l'expérimentation. On a vu des gens s'entendre et chercher pourquoi ils s'entendaient. Moi, il y a des choses, en toute transparence, hein, où je vais être du style à avoir ce style de réflexion, de me dire, mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Ou qu'est-ce qu'elle lui trouve? Ils sont hyper différents. Ils n'ont rien en commun. Je ne comprends absolument pas cette relation. Parce que moi, la relation, je l'observe de point de vue du mental. Eux, ils ne sont pas dans leur mental. Ils sont dans quelque chose d'autre qui nourrit profondément ce besoin de relation. Et si c'est quelque chose qui marche entre eux, c'est qu'ils sont allés au-delà de la première zone d'attirance. Ils se sont nourris chacun l'un de l'autre et ont vu que ça matchait ensemble. Donc il faut vraiment être ouvert et accueillir euh, du point de vue, en fait, sortir du mental et revenir au corps pour comprendre que la relation ne se nourrit pas que de raisonnement, que de comportements et d'informations que l'on peut expliquer. Ce n'est pas de l'ordre de l'explication. C'est de l'ordre du sentiment, c'est de l'ordre du ressenti, c'est de l'ordre du romantisme, des valeurs partagées, d'un but commun qu'on va servir. Le but de cet épisode, je le rappelle, n'était pas de te faire un cours sur comment analyser une charte composite en Human Design, mais plutôt de t'ouvrir une perspective de ce que peut faire l'outil dans cette démarche-là. Le HD va t'offrir un éclairage précieux sur la manière dont deux énergies interagissent, mais, et ce n'est que mon point de vue, on ne peut pas limiter cette interaction au type énergétique, à la définition des centres, aux canaux, ni même aux portes actives ou au profil. C'est certes un point de départ ultra, ultra, ultra utile et méga transformateur, parce que je l'ai expérimenté, donc je peux te le dire, qui aide à comprendre les mécaniques et les dynamiques qui s'opèrent entre deux personnes et d'amener de la conscience sur des zones de conditionnement ou de résistance, et dans ce cas-là, de rendre la relation plus fluide. Mais au-delà de ça, le succès d'une relation, elle repose sur des éléments essentiels comme la communication, le fait de savoir exprimer à l'autre ses besoins et écouter en retour les siens. Ça permet de dissiper des malentendus, de créer un espace de confiance et d'amour.
et le respect mutuel dans la reconnaissance et l'acceptation des différences individuelles. Et puis, quelque chose qui pour moi est méga, hyper, méga, hyper, méga, hyper, méga important, c'est l'engagement personnel, au-delà de la passion et des émotions ressenties. Parce qu'une fois que l'attirance, elle est passée et que on s'engage dans une relation et qu'il y a le processus de la vie qui t'emmène à prendre de l'âge chaque année, etc., on rentre dans quelque chose de plus profond, de plus évolutif, aligné à qui on est et en s'appuyant sur son autorité intérieure. On est dans le cœur même de la relation. Je vais finir cet épisode sur cette citation de Ra Uru que j'adore et que j'aime à répéter dans mes manuels ou dans mes accompagnements one-on-one, parce que je trouve que ça résume bien l'essence de ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est si tu permets à quelqu'un d'être qui il est, et que ce quelqu'un te permet d'être qui tu es, alors c'est de l'amour. Tout le reste n'est que torture. C'est donc ainsi que s'achève cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il a résonné avec toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et ou un commentaire. Tu peux également m'envoyer un mail et je serai ravie de te répondre. Je te rappelle que si tu veux travailler avec moi, je te propose déjà le manuel 100% personnalisé pour toi ou pour offrir à une personne de ton entourage. Euh, les retours que j'ai de ce manuel me font chaud au cœur, ils sont précieux et je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Pour info, le prix va changer au 15 février prochain, donc c'est le moment d'en profiter. C'est vraiment ta Bible de chevet, tu pourras le lire, le relire, t'y référer à chaque fois que tu as besoin. Et si tu as une problématique plus précise à résoudre, c'est le one-on-one qu'il te faut. Tu peux prendre rendez-vous directement sur Calendly, sur mon site internet. Tu as le lien dans la description de l'épisode. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus active. Je te souhaite une excellente semaine. J'espère, si tu as ton Valentin, qu'il va penser à toi le 14 février. Et si ce n'est pas le cas, essaye de lui faire penser. Ça serait bien qu'il pense à toi tous les autres jours de l'année. Ciao, ciao!